Tout a commencé par un teaser vidéo tweeté par Tim Cook mardi à 15h. Ils étaient annoncés, ils sont arrivés 2 heures plus tard. Le nouvel iPad 10, les nouveaux iPad Pro M2. Les communiqués de presse sont chauds fumants, tout comme le site d'Apple. C'est évidemment l'événement de la semaine et on va tout vous dire dans un instant. L'autre info, non pas de la semaine, mais des toutes dernières minutes, elle aussi, c'est l'annonce du nouvel Apple TV avec une télécommande à port USB-C et une dispo le 4 novembre. Le dîner d'Eli avec une entrée californienne, le coup d'envoi d'Adobe Max à Los Angeles et encore plus d'intelligence artificielle sauce Sensei sur tout le Creative Cloud. $20 par mois pour Spotify, 2 fois plus cher qu'Apple Music, oui mais pas n'importe quelle version de Spotify. Retour sur le pari du Suédois dans la mise au point de Gilles Dounès. Et puis le tuto audio, vous avez peut-être rapporté des photos de vacances prises devant une cascade ou une fontaine. Et si vous transformiez ces live photos en photos à exposition prolongée, l'effet est très sympa et je vais vous expliquer la petite manip. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans ce 108e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Tout le monde retenait son souffle en ce mardi 18 octobre 2022, c'est le jour où on enregistre. Début d'enregistrement programmé à 17h30 pour nous et à 17h, ils sont arrivés, le nouvel iPad 10, les nouveaux iPad Pro M2 et cerise sur le gâteau, un nouvel Apple TV auquel on n'osait pas croire. Alors on va tout vous dire, en tout cas tout ce qu'on a réussi à réunir comme info en quelques minutes. Et nous, c'est nous 5, puisque nous sommes au grand complet aujourd'hui. La Dream Team. Salut Elie Habitbol. Bonjour Benjamin, bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle keynote, mais que entre nous cette fois-ci. Absolument, absolument. On est les stars du jour. Elie, cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence et président, monsieur le président, des Apple Premium Resellers en France. Ça fait une cinquantaine, 53 ? Oui. 54 magasins ouais, indépendants. Ouais, absolument. Bienvenue à toi, Elie, comme quasiment toutes les semaines. Un bonheur de te retrouver. Idem pour toi, Fabrice Neumann. Bonjour. Vous êtes bien aimable, mon capitaine. Bonjour à tous. Toi, le mentor en technologie. C'est toujours ça. Voilà. Je ne m'occupe pas de magasin. Je laisse ça au président Elie. Tu fais bien. Tu as bien assez à faire avec ton site et les sites des autres. Et ton site, c'est toujours pro-fusion- conseil.fr. Voilà. Alors j'ai fait un effort parce que du coup pour éviter de dire au pluriel, j'ai aussi acheté le nom de domaine sans le pluriel, comme ça on se trompera plus. Oh c'est bien, merci pour cet effort de simplification, c'est très aimable. Oui. Gilles Dounès, bien le bonjour. Bien le bonjour, si je puis me permettre. Ça va un peu diluer ton référencement, mais tu es tellement connu maintenant avec tes conseils à profusion qu'on n'est plus à ça près. Et je rappelle, Gilles, entre deux blagounettes, que tu es le co-auteur d'iPod Backstage chez Duno, que tu as longtemps été le rédacteur en chef de MacPlus.net, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Et puis, le crooner de la semaine, c'est François Le Truédic. Salut François. Salut Benjamin, salut à tous. Ouais, désolé, voix très laborieuse. Je vais éviter de m'énerver parce que généralement quand je m'énerve, ça part dans les aigus. Donc si je veux éviter de finir dans le bêtisier du numéro 200, je vais pas m'énerver, même s'il y aurait de quoi s'énerver ce soir un peu quand même. Ah, eh ben tiens, on va te prendre ce qui te reste de voix, ça tombe très très bien. Garde-la pour tout à l'heure. Alors on va passer un peu plus d'une heure ensemble. Moi je suis Benjamin Vincent et je vais essayer comme d'habitude de tenir la barre de ce joyeux galion. 3 petits rappels d'abord, et on insiste vraiment, abonnez-vous à la quotidienne iWeek, c'est le compagnon indissociable de la semaine Apple, et vous aurez votre dose d'infos tous les jours du lundi au vendredi, gratuitement et sans rien rater. Il suffit de cliquer sur le bouton suivre ou s'abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Deuxième conseil, rejoindre la communauté iWeek sur patreon.com/iWeek. Et on va avoir plusieurs nouvelles à partager avec vous très bientôt. Et puis, suivez-nous sur les réseaux. Allez, objectif 2000 followers sur Twitter, @iWeekNews, et toujours Instagram, @iWeek.news.
Dans un instant, toutes les infos, les premières infos sur le nouvel iPad 10, les nouveaux iPad Pro M2 et le nouvel Apple TV. Pas de keynote en ce mardi 18 octobre 2022, mais 3 communiqués de presse et un teaser vidéo envoyé par Tim Cook 2 heures avant l'annonce de ces nouveaux produits. L'iPad 10, les nouveaux iPad Pro M2 et donc un nouvel Apple TV. On va en parler de ce nouvel Apple TV dans quelques minutes, mais d'abord on va commencer les amis par s'intéresser aux tablettes et d'abord à cet iPad 10. Je sais que vous avez plein de choses à nous dire sur ces nouveaux produits. Qui veut commencer ? Qu'est-ce qu'il faut savoir en premier ? Pour moi, la grosse nouveauté, c'est ce nouveau design. Si l'iPad 9 n'était pas resté au catalogue, ça nous aurait fait une jolie gamme, je trouve quand même, avec des vrais designs récents, neufs, à l'image de ce qu'on peut avoir sur les iPad Pro. Ça a été les premiers iPads à passer avec le nouveau design, avec des bords un peu plus carré, on va dire, plus lisse. Ce qui est étrange quand même, c'est cet écran qui fait la même taille que l'écran de l'iPad Air, et c'est là où ça va devenir compliqué, c'est qu'on va se retrouver avec au final 3 iPads avec des tailles d'écran qui sont quasi similaires, entre l'iPad 9, l'iPad du coup 10, et l'iPad Air, et je pense que ça va être compliqué de légitimer maintenant l'iPad Air dans la gamme. Et au final, on va revenir à ce qu'on avait il y a quelques années, quand on avait l'iPad classique et l'iPad Air, qui étaient laminés, qui étaient plus jolis, ou l'iPad Air, on se demandait un peu ce qu'il faisait dans la gamme. Et là, aujourd'hui, il redevient un peu une bizarrerie, je trouve, dans cette gamme. Alors, on va commencer Mais il va évoluer. On va commencer par cet écran, quand même. On passe en 10,9 pouces. L'iPad 9 n'était pas en 10,9 pouces. Non, il était en 10,2. 10,2. Eh ouais. Donc on se retrouve avec la même taille d'écran que l'iPad Air, exactement. Et presque la même taille d'écran que l'iPad Pro 11 pouces. Eh oui. Oui. Ah oui, on est vraiment à 0,1 pouce près. 2360 par 1640 pixels, près de 4 millions de pixels à l'écran, 500 nits de luminosité, le True Tone. Ça, c'est une vraie nouveauté aussi. Ouais. Donc déjà l'écran plus grand et le design qui donc se rapproche de ce qu'on connaissait déjà avec l'iPad Air et l'iPad Pro. Il y a une vraie cohérence de design dans la gamme en tout cas. Nenni. Ah, Fabrice. Nenni. Parce que la cohérence, les iPads à bord plat étaient censés être ceux qui accueillaient le Pencil deuxième génération, ce qui n'est pas le cas de cet iPad 10, qui donc ne peut pas utiliser le Pencil deuxième génération avec un bord un petit peu plat qui s'accroche à un des bords magnétiquement pour être rechargé. Il est censé être compatible avec des guillemets, je mets beaucoup de guillemets avec le Pencil première génération, il l'est naturellement, mais on rappelle que le Pencil première génération a besoin d'un port Lightning, que l'iPad 10 n'a plus, il a un port USB-C, youpi. C'est bien. Et du coup, pour utiliser, ça c'est bien, mais sauf que pour utiliser le Pencil première génération qui a besoin d'un port Lightning, il faut un adaptateur qu'Apple nous vend 10 balles, et qui va être le premier truc qu'on va perdre immédiatement après l'avoir déballé. C'est incroyable. Moi, je ne peux pas comprendre un truc pareil. C'est-à-dire que c'est un iPad d'entrée de gamme, de moyenne gamme, on va dire. Il faut rajouter un adaptateur à 10 balles qui n'est pas dans la boîte si jamais on a besoin d'un Pencil. Et déjà, le Pencil de première génération, en gros, on perd très vite le capuchon qui protège le port Lightning. Et maintenant, on va aussi perdre l'adaptateur USB-C vers Lightning ou inversement. Je trouve ça absolument incompréhensible. Jamais je ne pourrais conseiller l'achat de cet iPad à qui que ce soit. Ellie. Moi, comme disent mes commerciaux, un adaptateur perdu, un adaptateur vendu. Hein, donc... et pareil pour le capuchon. Hein. J'adore. Ah bah oui. Ah parce qu'il se vend le capuchon aussi. Ah bah oui. Ah bon. Bah bien sûr qu'il se vend. On peut acheter le capuchon, ça je savais pas. Ah, moi non plus. Oui, ça se vend pas dans la boutique, mais ça s'achète en tant que pièce détachée, oui. Bon, c'est combien un capuchon? Je sais pas, mais 10 euros. Trop cher pour ce que c'est. Ouais.
10 € le 10 € capuchon. Ouais. Non, ça doit être dans ces eaux-là, je pense. Mais on va pas s'arrêter à ce petit détail. C'est un bel iPad, je trouve. Ouais. Bon, on n'a pas tout dit, parce qu'il y a des choses qu'on peut en parler. Le prix, par exemple. Attends, on va revenir. Restons déjà sur l'apparence extérieure en tout cas. Alors donc, nouveau design. On se rapproche des iPad Air et Pro. Les couleurs, on va les passer. Il y a 4 couleurs, des nouvelles couleurs, un bleu, rose, jaune et argent. Voilà, pour ceux qui aiment. La caméra frontale, tu l'évoquais, Ellie, elle a changé de côté. Bah oui, parce que maintenant, elle est horizontale. Donc, du coup... Enfin pour faire... Enfin on peut se poser la question, mais pourquoi ne l'avait-il pas fait avant ? Et comme on a parlé de cet accessoire qui permettrait de docker un jour un iPad, on ne sait pas trop comment, voilà un appareil qui se prêterait merveilleusement à être docké pour faire du FaceTime avec toute sa famille, avec cette nouvelle caméra qui en plus, évidemment, utilise le cadre centré. Évidemment. Que nous aimons tous. Alors c'est un ultra grand angle hein, sur le capteur avant. Forcément, sinon pas de cadre centrage. Ouais, 12 mégapixels et 122 degrés d'angle de vue. Ouais. Mais alors, une fois de plus, c'est un truc complètement mal né, parce que on parle de dock donc pour le mettre en mode paysage, formidable, sauf que le port USB, il est toujours sur un petit côté, lui. Donc on le branche comment sur le dock ? Donc il faut mettre un fil ensuite qui va quand même se balader sur le côté, s'il y avait un dock. T'as le smart connector en bas qui te sert à relier au nouveau clavier, donc je pense que si, effectivement, et c'est vrai que vu comment c'est sorti dans les tuyaux, ce fameux dock, peut-être qu'on va le voir sortir dans le courant de l'année prochaine, et il y aura juste à le connecter en smart connector, et ça devrait suffire logiquement à le recharger aussi. Je pense aussi, ouais. Il y a des chances. Bon, je vous sens un petit peu chaud, un petit peu remonté, mais on va quand même essayer de dérouler la suite des caractéristiques. Bien sûr, Gilles, tu peux dire un mot. Sur le design, vous passez votre temps à vous plaindre que l'iPad d'entrée moyenne gamme n'était pas en rapport avec le reste de la gamme. Il est maintenant en rapport avec le reste de la gamme, et il y a en guise de transition avec ce qui va suivre, je trouve qu'il y a une vraie gradation dans la gamme. Pardon, un aparté. Tu détestes ça, Benjamin, mais on est dans la décroissance, et depuis plusieurs années maintenant, ça fait bondir tous les anciens utilisateurs d'Apple de ne plus trouver tous les accessoires dans la boîte maintenant, mais combien de personnes d'acheteurs de l'iPad utilisent effectivement un Apple Pencil ? Je serais curieux d'avoir la réponse. À mon avis, on est aux alentours de 10-15%. Non, mais c'est la conjonction à la fois du fait de le vendre 10 €, du fait qu'on va le perdre, et que si on n'en a pas, on ne pourra pas recharger son stylet, tu vois. Donc, le truc est incohérent. C'est au-delà du fait que, sans doute, c'est vrai, s'il était dans la boîte, il n'y a qu'une partie des acheteurs qui l'utiliseraient vraiment. C'est mesquin, une fois de plus. C'est pas plus mesquin, du reste, en plus de l'incohérence. C'est pas mesquin, c'est la commission, toutes les entités anti-gaspillage font la guerre à l'industrie de l'électronique tout entière pour supprimer les trucs redondants. Apple a supprimé les trucs redondants. Bien sûr. Comme d'habitude. Et en plus, ils vont vendre les trucs qui ne seront pas redondants. C'est trop beau. C'est trop beau, la chasse au gaspillage. C'est ce qu'ils font. De toute façon, ils se font taper sur les doigts. Sauf au Brésil, où on leur demande de les remettre. Fin de la parenthèse. Et surtout, c'est en guise de transition avec ce qui va... C'est pareil pour les adaptateurs vidéo pour le Mac. Hein. Et en guise de transition avec ce qui va suivre, c'est qu'on a une vraie gradation dans la gamme avec un processeur A dans l'iPad d'entrée de gamme, un M1 dans l'iPad Air et un M2 dans l'iPad Pro. On va en parler tout à l'heure. Ellie. Juste un petit point, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand vous achetez un Pencil 1, vous avez un petit adaptateur qui est encore plus petit, qui est un Lightning femelle-femelle,
qu'on perd encore plus vite parce qu'il est encore plus petit que le capuchon, mais qui permet de mettre un câble Lightning. Et donc, en fait, vous n'avez pas besoin de l'autre adaptateur si vous avez déjà un câble Lightning et vous voulez charger votre pencil à partir d'un chargeur que vous avez certainement quelque part chez vous. Donc vous pouvez le faire, hein, c'est un conseil pour les utilisateurs, mais l'adaptateur sera disponible bien entendu aussi en magasin. Fabrice. Ce que je trouve génial là-dedans, c'est que Apple est donc la seule entreprise à ma connaissance à réussir à rendre encore plus complexe que ça ne l'est l'USB-C, qui est censé être universel. Et là, c'est encore plus complexe parce qu'il faut un adaptateur ou deux, et faisons les paris pour celui qui va être perdu le plus vite. Les bras m'en tombent, hein, franchement. Non, c'est toute la connerie de ce truc où on a une transition à marche forcée et on a des accessoires qui restent à la norme précédente, et il faut des adaptateurs aux adaptateurs, idéalement dans un monde kafkaïen, pour pouvoir utiliser tout ce bordel et ne pas éviter, soi-disant, le gaspillage électronique et les déchets. On est effectivement au cœur de tout ce qu'on dénonce depuis des mois. Ouais, mais Gilles, honnêtement, les gens qui achètent ce nouvel iPad, potentiellement, ils n'ont jamais acheté d'Apple Pencil, donc ils vont devoir en acheter un. Pourquoi Apple leur propose pas directement un Pencil USB-C ? Parce qu'ils ne sont pas encore dans le calendrier, ils ont autre chose à faire. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un nouveau modèle de C'est pencil ? l'ancien modèle, ils ne vont pas faire un nouvel ancien modèle. C'est tout ce truc de cette industrie où si soit on change rapidement les différentes offres, et ça hurle à l'obsolescence programmée et à la rotation trop rapide des catalogues, soit on maintient au catalogue, et à ce moment-là, il y a des problèmes de compatibilité quand on change par ailleurs les caractéristiques ici ou là. Bon, moi, je vois que ça les dérange pas de faire des adaptateurs. En revanche, ça les dérange de faire un stylet compatible. Voilà. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que si vous voulez mettre un Apple Pencil 2, il faudrait qu'ils mettent dans l'iPad de quoi le charger par induction, puisque le Pencil 2 ne se charge que en étant docké. Il n'y a pas de connecteur. Donc du coup, ça oblige à mettre des composants supplémentaires. Non, mais le 1 a juste une version USB-C du 1. Ouais, ça ils feront jamais. Trop cher. Parce que, trop cher. Parce que il n'y a pas de marché. Là, je suis d'accord avec Gilles. Le marché du pencil est quand même assez petit. Donc, si tu le morcelles encore plus en termes de gestion de nombre de références différentes et des choses comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc le pencil USB-C, ça, je pense qu'ils le feront jamais. Cet iPad 10, c'est un truc pour boucher un trou, et le prochain, le 11, je vous fiche mon billet, qui sera compatible avec le Pencil 2 parce qu'ils voudront arrêter de fabriquer le Pencil 1 parce que l'iPad 9 aura disparu et donc le port Lightning aura disparu aussi. Ouais. Et donc l'iPad 10 aura une durée de vie extrêmement faible, extrêmement courte. De toute façon, les iPads d'entrée de gamme ont 1 an de durée de vie, hein, puisque le 11 sortira dans 1 an. Ah ouais, c'est leur Il y en aura un Pencil 3. Le 2 sera entrée de gamme. C'est ça. Le rythme habituel. Bon, on va finir sur les capteurs, parce qu'on a parlé du capteur avant, donc qui a changé d'emplacement. Hein, il est sur la hauteur désormais. Donc c'est beaucoup plus pratique quand on met l'iPad en mode paysage. La caméra, le capteur arrière, c'est aussi du 12 mégapixels, comme le capteur avant, sauf que lui a la capacité en plus de faire de la vidéo en 4K et des ralentis à 240 images secondes. Voilà. Ouais. Ça va faire de belles images. Ce qui est pas mal. Ouais. On a beaucoup parlé de Face ID, Touch ID ces derniers jours, alors plus sur l'iPhone et les prochains iPhones notamment, mais là aussi il y a du mouvement et Touch ID se retrouve sur le bouton d'allumage comme avec l'iPad Air. Comme l'iPad Air. Ouais. Et du coup, l'iPad Air, en attendant qu'il soit repositionné, c'est vrai qu'il ressemble maintenant
un jumeau, juste différence de processeur, comme tu l'as très bien dit, dans l'échelonnement de la gamme, mais à part ça, quasiment même taille, même système de mise en marche. Bon, il y a des petites différences aussi par rapport au Wi-Fi. Ce nouveau arrive en Wi-Fi 6E, qui est le dernier Wi-Fi disponible. Hein. Donc, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tous les modèles. Hein. On va le voir tout à l'heure. Tous les modèles de quoi ? d'iPad. Tous ne sont pas en Wi-Fi 6E aujourd'hui. Ah, tu parles des autres modèles dans la gamme ? Oui. Ouais. C'est assez rare pour être noté d'ailleurs. Comme modèle d'entrée de gamme, prennent la main sur la dernière norme de connectivité, quelle qu'elle soit, et ne traînent pas l'ancienne norme de transmission, que ce soit un port X ou Y en USB ou en Wi-Fi. Pour moi, c'est la première fois. Autre évolution sur les iPad 10 cellulaires, ce sera de la 5G, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Mais ça se paye, le cellulaire. Hein. Ah, ça se paye toujours. Ah, mais ça se paye encore plus qu'avant. Il y a 200 € d'écart quand même, désormais. Ah, ouais. Hein, c'est pas anodin sur un iPad qui est quand même la tablette, entre guillemets, la moins chère. Parlons des prix. On n'a pas encore parlé de prix, voilà, c'est ça. Quel suspense. Oui, on peut parler des prix parce qu'on a fait le tour des caractéristiques essentiellement. Qui veut se lâcher sur les prix ? Fabrice et François, je crois que vous allez commencer à faire vos comptes. Alors attention, parce que cette nouvelle iPad d'entrée de gamme commence à 589 €. J'ai envie de faire genre à la Pierre Bellemare, là, 599 €. Donc 589 €. 589 € pour 64 Go en mode Wi-Fi. On rappelle que l'iPad 9, dans le véritable entrée de gamme, était à 389. Il est même maintenant passé, pour faire un petit aparté aussi, à 439. Donc l'iPad 9, oui, comme l'iPhone SE, est resté au catalogue, mais a pris 40 €. On passe de 389 à 439 pour l'iPad 9. Donc ça fait 50. Mais si on compare le prix de l'iPad 9 au prix de l'iPad 10... Et c'est énorme, c'est pire encore, la progression. Non, c'est énorme. Et si il s'avère... quasiment 200 € de plus. Ouais. Après, il y a un nouveau design. Ouais, mais il y a un nouveau design qui est fait à moitié, quoi. Ça fait cher le design, François. C'est énorme, ça fait un tiers du prix en plus. Ouais. On ne peut plus parler d'un iPad d'entrée de gamme destiné à tous, à ceux qui veulent découvrir la tablette, etc. À ce prix-là, ce n'est plus un iPad d'entrée de gamme, c'est clair. Ouais, mais je pense pas que... Tant que l'iPad 9 est là, oui, mais... Ouais, mais l'iPad, maintenant, c'est devenu un produit. Je pense que la majorité des gens qui achètent des iPads aujourd'hui, c'est des renouvellements. Je pense que il y a peu de vraiment nouveaux arrivants iPad. Et je repense, en voyant les prix tout à l'heure, moi, le premier iPad que j'ai acheté, c'était un iPad 2 et je l'ai payé dans ces eaux-là. Et il n'y avait pas de multigamme. Ouais, mais n'oublie pas que la concurrence, eux, ils sont quasiment à moitié prix. Hein. Ouais. Ouais, mais t'es pas sur les mêmes produits. Tu payes la marque Apple, certes, le prix est important. Mais comparé au prix des iPhone 14, il n'y a rien de surprenant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se fasse une raison sur les prix pratiqués par Apple, quoi. Ça c'est très vrai. On est dans la même dynamique que les iPhone 14, c'est vrai. C'est exactement ça. Ça va devenir des produits entre guillemets de luxe et aussi des produits qu'on va peut-être aussi du coup garder plus longtemps. Encore cet après-midi, je discutais avec des gens qui ont l'habitude tous les ans de changer d'iPhone, parce que voilà, c'est la boîte qui les paye, et là cette année ils m'ont dit on va pas changer, parce que là quand on voit les prix c'est exorbitant, et on se sent plus de le faire. Donc je pense que c'est sans doute aussi nos pratiques complètes qui vont être revues, quoi, je pense. En tout cas sur l'évolution des prix, je compare l'évolution du prix entre l'iPad 9 et l'iPad 10 en fait. 389, 200 €. On passe à 589. C'est exactement 200 € de plus. Voilà. Oui. Non, c'est ce qui, en fait, si jamais, si jamais donc l'année prochaine l'iPad 9 disparaît et que l'iPad 10 devient l'entrée de gamme,
C'est là où l'entrée de gamme iPad aura effectivement pris 200 € par rapport à la gamme précédente, pour dire vite. Donc c'est comme si... c'est ce que j'entrevois. C'est les nouveaux modèles, l'iPad 10. Oui. C'est déjà le cas, en fait. Dans l'iPad 10, l'année prochaine, s'il reste au catalogue, perdra 100 ou va rentrer dans la gamme de prix de l'iPad 9 actuellement. Je rejoins Gilles. J'ai pas vu les prix d'Apple baisser d'une année sur l'autre. Hein. Des nouveaux modèles mais qui sont d'un modèle à l'autre. Oui. Quand tu passes des baisses de quand prix. l'iPhone 12. Mais non. Mais là, l'iPad 9 vaut plus cher ce soir que ce matin. Oui, mais alors qu'il s'est pris une génération dans la vue. Mais c'est le truc de la parité euro-dollar. Le truc, c'est... Je croyais que tu allais nous dire que c'était l'Ukraine. Non, il y a deux choses. Le blé rentre dans la fabrication des iPads. Il y a deux choses différentes. Il y a la logique de gamme où, il faut réfléchir dans la même logique que pour l'iPhone. Il y a un nouveau modèle, on laisse le modèle de l'année précédente au catalogue et il descend en prix. Je m'excuse Gilles, mais non. C'est pas le cas. L'iPhone 13 est resté au même prix exactement. Donc, oui, parce que à 809 €. Il n'a pas baissé. Oui, mais l'autre modèle a gagné, a été vendu plus cher. Il y a ce truc de la parité euro-dollar qui n'est plus la même et du coup, il facture ou pas, il module en fonction de l'importance qu'ils accordent à tel ou tel produit. Ils ont fait un effort relatif, j'entends bien, sur la gamme iPhone, en fonction des modèles. Apparemment, comme l'année précédente avec les composants, je vous signale que c'était l'iPad qui avait pris cher au niveau des composants. Ils avaient fabriqué moins d'iPad pour prendre les composants communs et les balancer sur l'iPhone. Là, c'est encore une fois la gamme iPad qui est sacrifié. Ceux qui en veulent vraiment l'achèteront au prix fort et l'effort budgétaire comme l'effort au niveau des composants est fait au détriment de l'iPhone et au détriment de l'iPad et en faveur de l'iPhone. C'est tout. C'est une décision stratégique qui a été prise à Cupertino. Ouais, mais elles vont toutes dans le même sens en ce moment quand même. Hein. Là, qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on va acheter en dollars, le pétrole, c'est également le cas, est plus cher. C'est pour ça qu'on le paye plus cher à la pompe. Parce qu'on le paye en dollars. Vas-y, Fabrice. Je m'en voudrais de rappeler que donc l'euro est moins cher chez Google. Oui, par c'est rapport vrai. à l'émission de la semaine dernière. Google ne gagne pas de l'argent sur la même chose, il le gagne sur la publicité qui est sur l'ensemble de ses produits et non pas sur le matériel qu'ils vendent. Ils font un effort sur le prix, ils gagnent peu ou pas d'argent sur les téléphones parce que l'essentiel de leurs revenus provient de la publicité. Alors, est-ce que je peux poser la question qui fâche ? Oui, Elie, vas-y, je garde ma question. Non, juste un petit mot avant la question qui fâche et de passer au reste des annonces. Au passage, l'iPad mini, qui lui n'a pas du tout évolué, est quand même plus cher depuis tout à l'heure, hein, puisqu'il est maintenant à 659 €, prix de départ, ou 859 en 256 Go. Il a quand même pris une petite augmentation hein, entre hier et aujourd'hui. Hein. Oui, comme l'iPad 9, il a dû prendre 50 €. Et alors, la question qui tue, mais en fait, j'étais en train d'y répondre en vous écoutant, en t'écoutant, Elie. C'est le prix dont on parle, là, c'est pour le modèle 64 Go. Ah bah oui, toujours. Oui. Je me demandais combien coûtait le passage en 256. 200 € de plus. Ton deuxième rang. Oui, 200 € de plus. Oui, 789 € pour le modèle 256 en Wi-Fi. Et donc, si vous voulez le 256 en version cellulaire 5G, vous arriverez donc à 989 € pour un iPad. Pour un iPad d'entrée de gamme. D'entrée de gamme. D'entrée de gamme. Un iPad, voilà.
Bon, alors, en mélangeant toutes ces données, votre sentiment sur ces nouveaux iPads, François? Bah moi si on fait abstraction du prix, je pense que c'est un bon entrée de gamme. Il a un design récent, les couleurs sont plutôt sympas. On n'a pas beaucoup parlé, enfin on n'a même pas du tout parlé de ce nouveau clavier qui est assez original aussi, qui a la petite différence par rapport au Magic À 300 Keyboard de se désolidariser. Ouais, il est à 300 €, mais il est en 2 parties en fait, et ça c'est plutôt marrant. C'est le Magic Oui. Keyboard C'est-à-dire que Folio. vous pouvez... C'est ça. En fait, ça vous fait un Smart Folio comme vous aviez sur les iPads classiques, et vous avez une version clavier, ce qui fait que vous pouvez garder que la partie coque, enlever le clavier, ainsi de suite. Je trouve ça plutôt ingénieux. Mais par contre, bah voilà, le gros problème c'est le tarif, mais à l'image de ce qu'on a pu avoir sur les iPhones. À 100 € de moins, je pense que c'était vraiment un très très bonne entrée de gamme, et ça aurait été voilà, un produit qui aurait eu beaucoup beaucoup de succès. Maintenant, je pense qu'il faudra attendre une baisse de tarifs, et je rejoins Gilles, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le rejoins. Je pense que l'année prochaine, on verra la disparition de l'iPad d'entrée de gamme, et on aura une petite baisse de tarif de cet iPad-là qui arrivera aux environs des 500 €, entre 450 et 500 €, parce qu'Apple gardera, à mon avis, un entrée de gamme iPad en dessous des 500 €, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est habitué à l'avoir. Le Smart Folio, qu'est-ce que c'est par rapport à l'autre produit qui est le Magic Keyboard Folio? Le Magic Le Smart Folio, c'est juste une couverture. Quand Apple l'appelle Folio, ça veut dire que ça couvre l'avant et l'arrière. C'est donc une coque d'iPad que tu trouves à 30 € chez tout le monde et à 100 € chez Apple. C'est ça, 99 € là en l'occurrence pour celle-là. Ben Ouais. oui, hélas. Et donc 299 € pour le Magic Keyboard Folio dont vous parliez. Donc, ok, François, toi plutôt un bon iPad si on fait abstraction du prix. Gilles, ton sentiment global? Pour moi, c'est un iPad supplémentaire dans la gamme. On a la gamme iPad qui est d'entrée de gamme, qui a 2 propositions. Une vraiment c'est le ticket d'entrée, même s'il a pris, on ne va pas revenir là-dessus, même s'il a pris 50 €. Et on a ce véritable iPad qui sera là pour une gamme complètement assortie, au niveau design sans doute, qui est une version un peu plus musclée, un peu plus sexy, par rapport à... qui vient entre l'iPad de l'année dernière et l'iPad Air, avec un processeur. Et, on n'a plus ce truc indigent sur l'iPad, iPad. On a quelque chose d'un peu plus présentable et plus cher. Fabrice, ton sentiment? Moi, mon sentiment, c'est que c'est un iPad mal né qui essaye de me ménager la chèvre et le chou sans y parvenir. Le nouveau design, il y a un truc, en regardant les caractéristiques, il y a un truc qui reste à l'iPad Air, c'est la finesse. Parce que ce nouvel iPad reprend le design au bord plat, mais il n'a pas la même finesse que l'iPad Air. L'iPad Air aussi a un processeur M1 et pas le A14, même si c'est en gros à peu près la même chose. Moi j'arrive pas à me faire au fait qu'il soit compatible avec l'Apple Pencil de première génération, qui en gros on est quasiment sûr sera abandonné. Ça veut pas dire qu'il marchera plus, hein, mais l'année prochaine. Moi mon conseil plutôt, si vous avez besoin d'un iPad, il faut pas acheter celui-là, il faut éventuellement patienter un peu, mais certainement pas ça. Et patienter pour le quoi, l'année prochaine, tu veux dire? Oui, par exemple. Ah, mais c'est loin. Par exemple, dans parce un an, que... c'est loin. Quand on a besoin d'un Oui, iPad. oui, non, mais j'entends bien, mais donc si on peut faire durer, alors ça c'est mon dada aussi de faire durer les appareils, mais si on a besoin, on a envie d'un iPad maintenant, je pense pas que celui-là soit le bon choix, parce que j'ai pas non plus regardé les caractéristiques de l'USB-C, je suppose qu'il est pas aussi rapide que au moins celui des iPad Pro. Et si on a besoin et envie d'un pencil, du coup c'est pas le bon non plus, donc faut pas prendre ça. Ellie, ton sentiment sur cet iPad 10? Bah écoute, moi je trouve que c'est un bon iPad au niveau technologique, au niveau design, la caméra, là où elle est placée. Moi il me plaît bien, les couleurs sont sympas. Mon seul bémol, c'est le prix, mais comme tout a augmenté chez Apple, si on prend en compte la parité euro-dollar et qu'on s'y résout, de toute façon,
qu'on le veuille ou pas, tout augmente. Partout, que ce soit la baguette de pain, l'essence ou les iPads, tout augmente. Donc, mais moi, je considère cet iPad comme un milieu de gamme. Parce que au-delà de 500 €, ce n'est pas un produit d'entrée de gamme. C'est un produit pour quelqu'un qui a un certain pouvoir d'achat. Mais sinon, tout le reste me plaît. Bon, bah écoutez, voilà pour cet iPad 10, donc en précommande dès maintenant et une dispo le 26 octobre, c'est-à-dire mercredi prochain. On se retrouve dans 3 secondes pour parler de l'autre nouvel iPad, l'iPad Pro M2. La dernière mise à jour des iPad Pro, c'était le 20 avril 2021, autrement dit, à 2 jours près, il y a 18 mois. On est pile sur le rythme auquel on s'attendait pour cette nouvelle génération, la 6e d'iPad Pro. Là, pour le coup, la différence, presque l'argument marketing principal, ça va être le passage du M1 au M2. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ces nouveaux iPad Pro, tout simplement ? Oui, l'écran est vraiment très très bon. En tout cas, dans le 12.9, c'est un écran avec le nom XDR, qui est ce nom prestigieux qu'on a connu sur les produits haut de gamme chez Apple, donc les iPhone Pro ou l'écran XDR Apple, je vous rappelle, à 6 000 € il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est un écran avec le meilleur traitement possible en qualité d'image, avec évidemment ProMotion, tout ce qu'on veut. Donc l'écran est exceptionnel. Sur seulement le 12 pouces 9, hein. Oui. Et c'est pas nouveau à cette génération. Oui, hein, c'est ça. Le 12.9 précédent, elle l'avait déjà. Ouais, c'est ce que je me disais. Alors, l'une des questions, c'était est-ce que la technologie mini LED arrive sur le modèle 11 pouces d'iPad Pro M2 ? Et non. Ça, on s'en doutait aussi, on vous l'avait plus ou moins dit dans la quotidienne. Donc, on reste sur quelle technologie là, sur le 11 pouces ? Sur du Alors, comment classique. ils appellent ça Liquid Retina, classique, Liquid quoi. Retina, Liquid ouais. Retina avec ProMotion quand même. Ouais. Ouais, C'est ça. comparé aux autres iPads, il n'y a que les iPad Pro qui ont ProMotion. Donc, ProMotion Pro. sur les deux. En revanche, c'est toujours pas la même technologie d'écran. On est d'accord. Mini LED sur le 12 pouces 9. LCD sur le 11 pouces. Et ça, c'est une vraie déception, parce que pour moi, l'iPad Pro 11 pouces était déjà un peu bâtard dans la gamme depuis l'année dernière, enfin depuis 18 mois, et du coup, il va le rester, parce que finalement, entre un iPad Air 6 et un iPad Pro, même s'il est en M2, la différence de prix se justifie difficilement. Quoi d'autre à dire de nouveau sur ces nouveaux iPad Pro ? Est-ce qu'il y a une chiffonnette dans la boîte ? Ça, c'est une bonne question. Il y a une petite nouveauté sympa quand même. Petite mais légère, mais faut quand même le signaler. Maintenant, le stylet est détecté jusqu'à 12 mm au-dessus de l'écran. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de poser le stylet sur l'écran. Il va être détecté si vous êtes à 12 mm de l'écran. Ce qui est plutôt sympa, ça permettra d'être relativement précis et de savoir où est-ce qu'on va. Voilà, Apple dit qu'il y aura une meilleure précision aussi, mais bon, ça, ce serait à tester, n'est-ce pas, avec le fameux Pencil de 2e génération que Fabrice aime tant. Alors c'est marrant parce que cette détection du pencil à distance, c'est comme ça que fonctionnent les stylets sur les tablettes Windows Surface depuis le début en fait. Et c'est vrai que c'est très pratique d'avoir un petit, je sais pas comment ce sera présenté sur l'iPad, mais d'avoir une petite croix là sur l'écran pour savoir exactement où est-ce qu'on va poser le stylet. C'est bien qu'il y ait ça. C'est essentiel pour les graphistes, etc. Hein. Ouais, absolument. Ça a l'air d'être un petit rond, une sorte de petit rond qui indique, d'après ce que je vois sur les illustrations. Bon, on retrouve des caractéristiques qu'on a découvertes sur les iPad 10, donc c'est plutôt rassurant vu qu'on parle des iPad Pro. Je pense au Wi-Fi 6E et à la 5G pour la connectivité cellulaire. What else ? Je vous sens moins inspiré sur l'iPad Pro. Hein. Ouais, la 5G était déjà présente sur la 5e génération. Hein. Ouais. C'est pas nouveau non plus. Non, concrètement, si vous voyez des promos sur les iPad Pro M1, prenez des iPad Pro M1, quoi. Et oui, parce qu'en fait, à part le changement de puce, il y a quasiment pas de différence. Il n'y a pas de différence pour l'instant. Je voudrais vous conseiller, avant
de dire quoi que ce soit sur oui, il n'y a que le M2, d'attendre les premiers bench et les premiers retours d'utilisateurs sur ce qu'apporte le nouveau processeur avant de dire trop de mal de ce nouveau modèle. Parce que les autres fois, ça fait ça, et une fois que les gens ont eu le produit dans les mains et ont commencé à utiliser, les retours étaient dithyrambiques. Donc, Non, mais on dit rien de mal. On dit juste qu'il y a, à part le changement de processeur et l'augmentation de qualité de l'écran sur le 12 pouces 9, dans la fiche technique et de caractéristiques, il n'y a pas d'autres nouveautés. C'est factuel, ça, Gilles. Oui. Je suis en train de regarder, je suis en train de les relire, effectivement. Alors, ma question suivante, c'est combien coûte le... Jusqu'à 2849 € quand même. Quand tu vois ça, tu fais pour un iPad Pro Non, mais 12 pouces ça 9 démarre à 2 Tera. Combien coûte le passage au M2 sur ces nouveaux iPad Pro? Alors, le 11 pouces démarre à 1069 € et le 12 pouces 9 démarre à 1469 €. Quand même. 1469 €. 400 € d'écart, déjà, sur le modèle de base. Oui. Quasiment le prix d'un iPad 9. Ouais. Et on peut comparer aussi donc le nouvel iPad Pro 12 pouces 9 démarre à 1469, celui avec le M1 démarrait à 1219. Oui. Donc le M2, ça coûte cher, quoi. L'augmentation de prix entre les modèles M1 ce matin et les modèles M2 ce soir, c'est c'est plus de 200 €. plus de 200 €. C'est plus de 200 €. 250 €. 250 € pour passer au M2. Mais il y a aussi la parité euro-dollar qui se rajoute. Voilà. Mais n'oublie pas. Voilà. Oui, mais c'est le passage de 2021 à 2022. Je suis navré. Mais la baguette bien de sûr, pain, ouais. c'est parce que la farine coûte plus cher à produire et à transporter, parce qu'on achète le pétrole qui le fait, dont on a besoin pour le cuire, le transporter, le faire pousser. En dollars, c'est la même chose. Non mais Gilles, on peut trouver des raisons, mais l'évolution du prix, elle est factuelle. Elle est stratosphérique, on est bien d'accord. Voilà. Mais c'est pas le méchant Apple qui a dit tiens, on sait pas quoi faire, tiens, on va augmenter les prix de 200, 250 ou 400 € pour voir comment ils vont réagir. Moi j'ai un commentaire à faire. Un chiffre, 2 chiffres. iPad Pro 12 pouces 9, Wi-Fi en 256 Go, 1599 €. Un MacBook Air M2 avec un disque dur SSD de 256 Go, 1499 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la gamme, un iPad Pro 13 pouces coûte plus cher qu'un MacBook Air 13 pouces, avec le même processeur, avec les mêmes éléments. Et ça, je trouve Mais quand pas même pas le même écran. effectivement... Ouais, pas le même écran, mais après l'écran du MacBook Air, ça reste quand même une belle machine. Donc ça veut dire que vous voulez un iPad Pro avec le Magic Keyboard, vous êtes quasiment à 2000 balles maintenant, alors que le MacBook Air M2, il est à moins de 1500 €. Donc ça, c'est problématique, quand même. On avait vu l'inflation sur le MacBook Air, mais on voit que sur l'iPad Pro, c'est encore plus important, quoi. Oui. Ouais, mais c'est la même chose entre l'iMac et la gamme MacBook Pro aussi. Chaque fois qu'on enlève des trucs, on a un prix qui est plus cher à performance égale. C'est la loi du genre, c'est pour ça que si on se déplace pas en permanence, il vaut mieux avoir un iMac. Si on se déplace un petit peu, il vaut mieux avoir un MacBook Pro. Et ce n'est que si on se déplace beaucoup qu'il faut avoir un iPad de ce tonneau-là. Bon, je vous rappelle qu'on vient de découvrir tous ces nouveaux produits, iPad 10, iPad Pro M2 et l'Apple TV dont on va parler dans quelques instants. Donc, malgré nos efforts pour réunir le max d'infos, évidemment, on va continuer d'en récupérer dans les heures et les jours qui viennent. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ces iPad Pro M2. On les attendait, on savait qu'il y aurait très peu de nouveautés à part le changement de processeur et l'évolution des prix. Et ça s'est confirmé. Ce qu'on attendait moins, en revanche, c'est l'annonce aujourd'hui d'un nouvel Apple TV. Je sais que Ellie, tu t'es jeté sur les infos. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Alors, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Un nouvel Apple TV en ce 18 octobre 2022. Est-ce que tu t'y attendais, Ellie ? Pas du tout. Tu vois, je pensais qu'on l'aurait pour Noël. On l'avait dit d'ailleurs dans la quotidienne. Mais qu'il arrive aujourd'hui, c'était une surprise. Et pourtant, il y a déjà eu des Apple TV annoncés en même temps que des iPads. Donc, on aurait pu se méfier. Mais c'était il y a longtemps. Alors, est-ce que cette fameuse nouvelle télécommande USB-C a le dessous incurvé comme on l'a évoqué dans la quotidienne ? Eh bien, on le sait pas parce que dans les photos du site Apple, on la voit pas de dos. On voit que le dessus, t'as raison. Bon, c'est l'une des nouveautés, hein, cette évolution de la télécommande vers un port USB-C. Elle est d'ailleurs vendue seule pour ceux qui voudraient une télécommande USB-C. Elle est évidemment compatible avec les versions précédentes de l'Apple TV. Alors, bon, c'est le même design qu'avant. Hein, c'est toujours ce boîtier noir carré. Suivant le modèle, hein, parce que il y en a où on peut avoir une petite surprise. Ah, alors justement, d'abord, il y a combien de modèles ? 2, mon capitaine. Toujours 2 modèles. Alors, des vraies distinctions entre les deux ? Oui, alors d'abord les caractéristiques communes et les bonnes surprises. On pensait qu'Apple mettrait un processeur A14. Eh bien non, ils ont mis un A15. Surprise, A15, c'est un excellentissime processeur pour un boîtier multimédia. Hein. Donc il est super puissant, il peut faire plein de choses. Et donc, c'est le processeur de l'iPhone 13. Oui, donc c'est vraiment un excellent processeur. C'est même mieux que l'iPad 10. Oui. C'est même mieux que l'iPad 10, t'as raison. Oui. Oui. C'est vrai. C'est même le processeur de l'iPhone 14. Pas l'iPhone 14 Pro, mais l'iPhone 14 tout court. Oui, c'est vrai. Resté sur l'A15. Exact. C'est vrai. Donc, A15 Bionic. Première surprise. Alors, à quoi est-ce que cela nous sert-il d'avoir tellement de puissance ? Eh bien, il y a du mieux dans la vidéo, puisque ça continue à supporter le Dolby Vision, mais ça supporte maintenant le HDR10+, qui est le top niveau en ce qui concerne les téléviseurs HDR. Par exemple, si vous avez un Samsung, eux, ils utilisent du HDR et non pas du Dolby Vision, qui est plutôt utilisé par LG. Donc maintenant, on est compatible dans le plus haut niveau de qualité avec le plus haut de gamme des principaux fabricants de téléviseurs, et ça, c'est une très bonne chose. Au niveau de l'audio, où ça fait 5 ans que je hurle à cette antenne pour parler du non-support au-delà du 5.1, eh bien Apple est passé au 7.1, donc, et ça, c'est excellent. C'est excellent parce que du coup, ça va être compatible avec tous les systèmes haut de gamme, les barres de son et les systèmes comme le HTA9 dont on a parlé pour faire de l'Atmos, enfin, avec cette enceinte, plus ensuite le caisson de basse, etc. Donc ça, c'est vraiment très très bien qu'Apple l'ait fait. Il faut maintenant que les applis le supportent, hein, mais je pense qu'elles sont prêtes depuis des années pour ça. Mais Ellie, juste pour question de novice, mais le 7.1, c'est pas le Dolby Atmos pour autant. Le Dolby Atmos, en fait, regarde qu'est-ce que tu es capable de faire et il peut faire aussi bien du stéréo que du 5.1, que du 7.1. Il peut monter jusqu'à 14 haut-parleurs, voire même au-delà. Mais aujourd'hui, tous les systèmes haut de gamme sont en 7.1 quelque chose. Quand on parle des haut-parleurs en hauteur, on dit par exemple du 7.1.4. 7.1.4, ça veut dire 7 haut-parleurs autour de vous et 4 haut-parleurs au plafond. Ça, c'est vraiment du haut de gamme. 5.1, c'est la base du Dolby. Ça reste peu spatialisé, le 5.1. Alors que le 7.1, généralement, est plus spatialisé. Donc, on va le tester dès qu'il sort, hein, mais évidemment, mais c'est mieux. Franchement, le fait de dépasser le 5.1 fait qu'Apple se met maintenant au niveau de ce qui se fait. Après, il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'ils ne supportent pas le 14.1 ? Bon, ok, mais déjà 7, c'est bien, hein. Restons raisonnables. Donc, si on considère la télécommande en USB-C, le processeur A15 Bionic, le HDR10+, et le 7.1 pour l'audio, ça fait 4 bonnes nouvelles. C'est pas mal. Oui. Et l'autre nouvelle que j'avais demandé, appelé de mes voeux aussi à cette antenne, qui était de dire le 64 Go, on arrive à le saturer très vite. Il nous faudrait une version qui soit plus puissante. Et donc, les 2 versions disponibles aujourd'hui, sont 64 Go et 128 Go. Donc, on a doublé la capacité. Et ça, c'est très bien. Par contre, le petit bémol, c'est que la version 64 Go n'est que Wi-Fi.
Et donc, du coup, quand on regarde l'arrière de l'Apple TV, on s'attend à trouver la prise Ethernet habituelle. Eh bien non, si vous prenez la version 64 Go qui coûte 169 €, donc ça c'est une bonne surprise au niveau du prix, puisque c'est le prix de la version précédente. Il était déjà à 169 €, là il n'y a pas eu d'augmentation. Alors, précisons que par le contre, prix aux on a US, perdu... le prix aux US a baissé, ce qui n'est pas le cas du prix en France. Parce qu'aux US, l'Apple Oui, TV est passé à 129 $ hors taxe. À cause de la parité euro-dollar. Euro-dollar. Enfin, Mon 129 capitaine. $ hors taxe. Aux US, ça fait 142 $ TTC. Mais bon, en Donc, tout cas, 169 €, tu dis? Non, c'est 156 $, 156 avec 20%. Et si tu veux comparer avec un éventuel une conversion en France, tu es obligé de mettre 20%, sinon tu n'y arrives pas. oui. Par rapport à la TVA, oui. Donc, bon, ce qui est pas bien, c'est que on a perdu l'Ethernet au passage. Par contre, la version 128 Go, elle est Ethernet et elle est à 189 €. 189 € pour 128 Go, c'était le prix de la 64 Go d'avant. Donc, encore une fois, pas de baisse de prix, certes, et on en avait parlé, il y avait eu des rumeurs, mais pas d'augmentation non plus, ce qui aurait pu être le cas. Ils auraient pu nous rajouter 50 ou 100 € au passage. Hein. Ça aurait fait beaucoup quand même. François? Oui. Non, moi j'ai un commentaire. Pour moi, ce qui explique cette baisse de tarif aux US et puis ce tarif raisonnable en Europe et en France, je pense que c'est Apple TV+. L'objectif d'Apple, c'est de réussir à vendre de l'Apple TV+. Et c'est tellement bien intégré dans l'Apple TV que ça paraît logique. Et là, peut-être que l'ami Gilles va pas être d'accord avec moi, mais là on voit un petit rapprochement avec la politique, par exemple d'Amazon, qui vend des Alexa à pas cher du tout, parce que derrière ils se font du beurre sur la publicité, sur tous les services annexes. Et là, je pense qu'Apple a pour objectif aussi de vendre des abonnements Apple TV+, quoi. Oui, je pense. Et il y a une dernière caractéristique importante qu'il ne faut pas oublier, dans le modèle 128 Go, parce que comme ça, nos auditeurs pourront comparer et choisir, il y a le support de Thread, donc, qui n'est pas dans le modèle Wi-Fi. Et Thread, rappelez-vous, c'est ce qui permet d'étendre un réseau domotique. Donc, c'est une connerie sans nom, ça. Non? Mais pour un hub domotique, oui. Que tu as dans les HomePod. Ouais, oui, à 100 dans les balles. HomePod à Non, mais c'est 89 nul. €. Non, mais au moment où on lance Matter, c'est complètement nul, non, Fabrice? C'est à pleurer, voilà. C'est franchement, c'est lamentable. Tout ça pour 20 balles d'économie, entre guillemets? Ouais. Ouais, Alors, posez-vous pas de questions, les gens, achetez le modèle Oui. au-dessus, quoi, pour 20 balles, honnêtement. Pour 20 €, oui. Alors, attention, les deux modèles sont compatibles Matter. Non, mais les deux modèles sont compatibles Matter, mais le 128 Go est un routeur, un border router Thread. Donc, Matter n'implique pas qu'on étend le réseau. Thread implique qu'on étend le réseau domotique. C'est ça la différence. C'est encore plus tordu, Mais... donc. Oui, désolé. Juste question vraiment pareille, je pose la question du débutant, mais quel est l'intérêt d'avoir de l'Ethernet sur un Apple TV? Quand tu passes des films qui sont en top qualité, donc en 7.1, en Dolby Vision, etc., honnêtement, le Giga Ethernet, c'est très, 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 très utile, surtout quand tu les as sur un serveur, sur un NAS, etc. Parce que le Wi-Fi, la vitesse est variable et il se peut que ton film baisse en qualité, tout simplement parce que tu n'as pas le débit nécessaire. Donc, moi, j'ai fait les essais plein de fois en débranchant le câble Ethernet et la qualité baisse instantanément. Donc, s'il y a un truc indispensable dans un Apple TV, c'est le câble Ethernet Giga, avec un switch Giga ou une box qui accepte la prise Giga. C'est indispensable. Bon, donc si vous craquez pour ce nouvel Apple TV, n'hésitez pas, prenez le modèle le plus cher, 20 € de plus. C'est le modèle à 128 Go pour ne pas vous tromper. La dispo, pour le coup, ce sera le 4 novembre. 4 novembre. Donc il y a je l'ai déjà commandé. 3 semaines d'attente. Quoi. Tu l'as déjà commandé, Elie. Tu pourras nous faire le test alors dès qu'il sera sorti. Fabrice? Ouais, breaking news, pendant qu'on parlait, je suis allé regarder le modèle en réalité virtuelle de l'Apple TV et je pense que je peux vous confirmer qu'il n'y a pas d'encoche sous la télécommande sur la face arrière. On peut aller regarder sous les trucs et donc il n'y a pas d'encoche. Dommage. Excellent. Pour moi, l'intérêt d'avoir monté aussi au niveau cette Apple TV, c'est que
les nouveaux HomePod arrivent et qu'il va falloir les connecter et leur faire passer du son et du bon son. Du coup, l'Apple TV est aussi là pour la montée en puissance est aussi là pour ça. Et je rejoins François. C'est stratégiquement quelque chose d'important, le service pour Apple, donc au même titre que l'iPhone pour d'autres raisons. Donc, ils ont fait des efforts au niveau tarif, chose qu'ils n'ont pas fait pour l'iPad. Une confirmation, Ellie, c'est la disparition de l'Apple TV HD. Oui, il n'est plus dans le catalogue. Oui, et par contre, un petit plus et un petit moins, pour terminer le review. Le petit moins, c'est que on n'a pas du Wi-Fi 6E, on a du Wi-Fi 6. Je vous en parlais tout à l'heure en disant que tous les nouveaux produits ne bénéficiaient pas du Wi-Fi 6E. Si c'est un nouveau modèle, ils auraient pu le rajouter, c'est rien. Donc on reste en Wi-Fi 6, ok, mais pas 6E. Bon, ça c'est pourquoi ils ont fait ça, pourquoi? Bon, mais bon, c'est comme ça. La dispo des composants, Ellie. Ou la parité euro-dollar, je ne sais pas. le poumon, vous dis-je. Bon, voilà, vous savez tout. On n'a pas donné, je crois, j'y reviens, on n'a pas donné les dates de dispo des iPad Pro M2. Je crois que c'est le 26 octobre. 26 octobre. Comme l'autre iPad. Ouais. Comme l'autre iPad. Et on a une question qu'on va élucider dès qu'on pourra sur l'Apple TV, c'est que Apple parle dans sa présentation du produit du support de la domotique maintenant grâce à l'application Maison. Donc ça voudrait dire que l'application Maison arriverait sous tvOS, ce qui serait un énorme plus qu'on demande depuis des années, mais c'est pas sûr, hein, parce que c'est pas parce qu'ils le disent dans la page web qu'on va le trouver sur notre Apple TV. On va regarder ça de très près. C'est peut-être un problème de traduction. On rappelle qu'on peut quand même avoir les caméras, sonnettes, etc. sur l'écran de l'Apple TV, donc peut-être que tout bêtement ils font allusion à ça. Même si, comme Ellie, j'aimerais bien pouvoir piloter ma domotique à partir de l'Apple TV. Merci pour toutes ces infos sur ce nouvel Apple TV. On prend 3 secondes pour respirer et on revient avec les 2 news qui concernent les mises à jour de la semaine et l'arrivée des autres OS. À tout de suite. C'est officiel depuis quelques instants aussi, on connaît désormais la date d'arrivée de macOS 13 Ventura et d'iPadOS 16, ce sera le 24 octobre, autrement dit dans 6 jours. Lundi prochain, vous pourrez, si vous le souhaitez, télécharger le nouveau macOS 13 et installer la nouvelle version d'iPadOS sur votre iPad. Il faut rappeler que... Et me souhaiter mon anniversaire aussi. Bon anniversaire d'avance, François. C'est le 24 octobre. Ça te fera quel âge? Ça te fera quel âge, jeune homme? 38 ans. 38 ans, quel bel âge. Est-ce que tu installeras macOS Ventura et iPadOS 16 pour fêter ça? Non. C'est pas ton genre. Non, de toute façon, je suis déjà en bêta partout, donc sauf macOS. Mais macOS, j'attendrai la version 2. On va rappeler que les 2 systèmes sont un petit peu liés quand même cette année. Fabrice, tu disais dans la quotidienne ton doute sur une sortie aujourd'hui des iPads, hein, parce que effectivement ça suppose qu'ils soient livrés avec iPadOS 16.1 et la version finale n'est pas disponible officiellement pour les développeurs. Alors, elle n'est pas disponible, il n'y a pas de release candidate, ça veut dire que ils vont quand même... Donc, évidemment, les nouveaux iPads vont sortir avec iOS 16.1, je suppose qu'il n'y a pas de doute là-dessus, que donc ils vont sortir, en tout cas les premiers qui seront livrés avec la version qui était disponible au moment où ils ont été installés, donc qui doit dater, je sais pas, de 2-3 semaines, fonctionne pas bien, quoi. Bah ouais. Donc les premiers livrés, François, tu nous raconteras, mais en tout cas, au moment de la mise en service, il va forcément y avoir une mise à jour. Tout de suite. Pour tout de suite, avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Si ça se trouve, il n'y aura pas d'OS d'installer dessus.
C'est de savoir si comment ils vont gérer Stage Manager en fait. C'est-à-dire que un des soucis qu'il semble y avoir sur iOS 16.1, c'est la nouvelle fonction d'iPadOS et de macOS Ventura. Et ceux qui testent les bêtas ont des problèmes de stabilité globale de l'OS et de fonctions de Stage Manager qui semblent pas fonctionner terriblement bien. Donc on se demande si en fait Stage Manager sera installé, sera pas activé par défaut, ce qu'il n'est déjà pas. Et en fait la grande question, le grand jeu, ce sera de savoir si au moment de la sortie des nouveaux iPads, s'il y a Stage Manager qui est mis en avant par Apple ou en fait un peu passé sous le tapis, histoire d'attendre 16.2 ou 16.3 quand ce sera prêt, quoi. Voilà. Je pense qu'on va pas beaucoup parler de Stage Manager à la sortie des iPads. D'ailleurs, dans le communiqué de presse des iPad Pro, Stage Manager est mentionné. En revanche, dans le communiqué de presse des iPadOS 16 est mentionné, mais pas Stage Manager. Bah, s'ils sont pas M1, c'est normal, c'est pas supporté. Ah bah voilà. Si c'est l'iPad 10. Tu as raison, Alors, tu as tout à fait raison. S'il y a une version allégée de Stage si Manager ça a changé, ça. pour les... Ouais, c'est une version allégée, c'est-à-dire que vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités, mais il y aura quelques fonctionnalités de Stage Manager. Et c'est là où ça va être le gros bordel. Alors attends, parce que du coup là, Ellie, tu dis qu'il n'y a pas parce que c'est pas des M1. Fabrice, tu dis que ça a changé. Et François, tu dis que ce sera une version allégée. Alors là... Non, mais en fait, ce sera... En fait, il y a des fonctionnalités de Stage Manager qui ne seront pas disponibles pour les iPads non M1 ou M2. Me demandez pas lesquels parce que j'ai pas testé, mais je sais qu'il y a certaines petites choses qui seront sur la version M1, M2 qui seront pas sur les autres versions. Bon, en tout cas... Alors, je n'étais pas au courant, donc j'accepte. Ouais. iPadOS 16 est censé être compatible avec tous les iPad Pro, tous. L'iPad Air 3 est plus récent, l'iPad 5 et l'iPad mini 5 est plus récent. Ah, du coup... Waouh, Stage Non, ça, Manager sur un 16. iPad mini. Non, c'est iPadOS 16.1. Ouais. Ça, c'est pour iPad OS 16, enfin, .1. Ouais. C'est, la question, c'était sur Stage Manager, qui a été annoncé comme étant uniquement compatible avec les M1. Et sous la pression de Vox Populi, Apple a fait machine arrière en disant bon, en fait, on va donner quelques fonctions de Stage Manager à certains iPads plus anciens, et pas toutes les fonctions, notamment, par exemple, si je me souviens bien, le support des écrans externes. C'est-à-dire, on pourra toujours brancher un iPad sur un écran externe, mais Stage Manager sur un écran externe ne sera pas supporté, par exemple. Donc ça va être un peu en fonction de son iPad, on aura certaines fonctions ou pas. C'est ça. Ça va pas être, ouais, c'est ça va pas être un joyeux bordel l'arrivée d'iPadOS qui de toute évidence n'est pas complètement prêt. Non, et puis surtout qu'il devait sortir au mois de septembre et qui a été repoussé. Bref. Ouais, mais là on a l'impression qu'ils le sortent alors qu'il est pas prêt. Moi, je trouve que c'est un thème global d'Apple en ce moment. On ne sait pas quoi est compatible avec quoi. Pour revenir, mais sur l'Apple Pencil avec quel iPad ou pas. C'est très difficile à suivre. Quand j'évoquais dans Ellie, la quotidienne, déjà s'en mêle les pinceaux. Bah oui. Et dans la quotidienne, on évoquait la problématique des bulles vertes et des bulles bleues dans e-message, que déjà, les gens ont du mal à comprendre. Ils savent pas pourquoi c'est bleu ou c'est vert. Alors là, pour choisir un appareil... Déjà que j'arrive pas à comprendre quand c'est du Perrier, les bulles bleues... Exactement. Exactement. Non, mais je m'en voudrais de parler à la place d'abord de Gilles et aussi de Steve Jobs. Mais quand on se rappelle le retour de Steve Jobs, qui avait simplifié la gamme, faire un carré, etc. Et là, on voit les gammes d'Apple qui foisonnent de modèles différents avec des caractéristiques. Enfin, et je reparle aussi de l'Apple TV. S'il y a un port Ethernet, il y a un truc en plus. Sinon, non, c'est absolument incompréhensible. Moi, je vous dis, Apple file un mauvais coton. C'est Vista Ready ou Vista compatible, ce truc. Bon, en tout cas, un conseil, un petit conseil, cette fois-ci encore plus que d'habitude.
attendez 48 ou 72 heures, ne vous précipitez pas le 24 et faites une sauvegarde. On ne sait pas, s'il y a des bugs, ils seront corrigés, mais ne vous jetez pas dessus juste parce que ça sort. Soyez prudents. Ouais, donc plus que jamais, soyez à l'écoute de la quotidienne, au moins début de semaine, lundi, mardi, mercredi, on va dire, pour avoir les infos en ce qui concerne les premiers tours après l'installation donc de macOS 13 Ventura, la version finale, et iPadOS 16.1 qui arriveront lundi prochain. Pendant ce temps, le développement de WatchOS 9.1 continue. C'était il y a presque une semaine, donc la 5e bêta publique est arrivée. Tu as aussi des bêtas sur tes Apple Watch, François ? J'ai un doute. Oui. Je regarde. Il a peur de rien, lui. Je crois Parce pas. que c'est extrêmement casse-gueule sur Apple Watch, comme tu le disais, Ellie, dans la quotidienne. Ah bah oui, pour revenir. Ah bah si, je suis en 9. Ah bah. Il est fou. Ce type est fou. Bon, il nous écoute. Quoi, ça change bien des choses. WatchOS 9 est sorti, c'est la 9.1 qui est en bêta. Ouais, 9.1, ouais. Ah bah non, j'ai pas la 9.1. Bon, on parle de la bêta publique. Pourquoi, Ellie, on peut rappeler pourquoi c'est plus dangereux d'installer les bêtas sur une Apple Watch ? Parce qu'en fait, on ne sait pas très bien revenir en arrière. Sur un iPhone ou un Mac, on est capable de réinstaller le système. L'Apple Watch, en fait, une fois que c'est dans la montre, on ne peut pas la faire redémarrer en disant « installe telle version ». Donc c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière. Moi, je ne sais pas faire, en tout cas. Bon, donc soyez prudents. Voilà pour les mises à jour de la semaine. Celle à venir et celle d'il y a quelques jours. On se retrouve dans quelques instants avec la mise au point de Gilles et le nouveau forfait Spotify. À tout de suite. La mise au point de Gilles Dounès. Gilles, on va reparler musique avec toi, comme c'était déjà le cas il y a quelques semaines dans la semaine Apple. Cette fois, c'est parce que Spotify a lancé un nouveau forfait au tarif surprenant. On parle de $20 par mois. Raconte-nous. Oui, alors, à lancer, non, pas tout à fait. On est encore dans de l'annonce, de la rumeur. Faut revenir un peu en arrière. Il y a quelques semaines, on avait évoqué Apple et Spotify qui fonctionnaient à front renversé. L'occasion du cap des 100 millions de titres qui étaient annoncés par Apple Music. Apple, qui était à l'origine du podcast, investit massivement dans la musique et délaisse le podcast. Spotify, qui est à l'origine du streaming musical payant, investit massivement le podcast et délaissait jusqu'à présent la musique. Mais il n'est pas interdit de boucher les trous. On est typiquement dans ce cas de figure, apparemment. Mmh. Bon, et donc, quoi de neuf ? Alors, tout est parti d'un témoignage d'utilisateur sur un forum Spotify, sur Reddit. Il annonce son départ à Spotify avec la migration vers Apple Music, la migration de ses listes de lecture. Et il reçoit un email de Spotify avec un questionnaire. Est-ce que vous seriez prêt à souscrire dans les 30 jours une offre Platinum à 29,99 par mois, le service actuel plus le son hi-fi, le Studio Sound, Headphone Tuner, Audio Insight, Library Pro et Playlist Pro. Bon, j'aurais besoin d'explications sur chacun de ces points, mais où est le problème s'il y a tout ça en plus ? Finalement, ça peut se justifier. Et il me semble que tout le monde s'est un peu emballé. Je m'explique. Le son hi-fi, on voit à peu près ce que c'est. C'est ce que propose Apple depuis juin 2021. Le son Studio Sound, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est le son à 190 kilobits seconde comme on a en iRes actuellement chez Apple, ou est-ce que c'est du 320 comme les derniers DAC peuvent proposer ? On n'en sait pas. Headphone Tuner, c'est une sortie casque. Audio Insight, vraisemblablement des éléments contextuels comme on a sur tous les services de streaming en ligne. Library Pro,
Ce sont des critères de recherche avancés, Playlist Pro, des playlists également avancées. Ça me rappelle beaucoup l'annonce de février 2021. Apple qui propose de l'audio sans perte, en qualité CD, mais ça n'a jamais vu le jour. Vraisemblablement, Spotify avait entendu parler dans l'industrie musicale que Apple était en train de préparer une offre dans ce sens. Alors, vite, on fait une annonce et puis on dit, bon, ça va arriver dans quelques mois, en septembre. Mais ça ressemble surtout à un questionnaire typique d'une étude de marché, comparable à celle qu'on reçoit et qu'on voit passer régulièrement, de type « Est-ce que vous voulez échanger votre iPhone dans les 6 mois qui viennent combien vous voulez y mettre ?» etc. Par contre, Apple, lui, continue à étoffer son écosystème. Et on a récemment évoqué le HomePod amélioré avec écran et même des supports avec haut-parleur pour l'iPad. Évidemment, on ne peut pas investir partout. Et Spotify a mis énormément de pognon sur la table pour avoir une offre de podcast exclusive. On pense notamment aux 200 millions de dollars qu'ils ont mis sur la table pour avoir Joe Rogan et puis son truc de libre antenne où on passe son temps à dire que, évidemment, on ne peut plus rien dire. Merci Gilles. On va suivre les annonces de Spotify, voir si ce forfait à $20 au 19,99 devienne réalité dans les jours et les semaines qui viennent. S'il va être l'heure de se mettre à table, de souffler un peu, car Ellie, tu passes au fourneau. Entrée plat dessert, c'est ton dîner, Ellie. Allez, on a faim, qu'est-ce qu'on mange? Écoute, en entrée, on va manger quelque chose de très frais parce que c'est quelque chose qui vient de démarrer pendant qu'on enregistre et il s'agit donc de l'Adobe Max, cet énorme événement planétaire qui se déroule sur 2 jours. Cette fois-ci, c'est à Los Angeles, en présentiel, avec des tarifs qui n'ont rien à envier à ceux d'Apple parce que ça coûte quelque chose comme $1,500 pour pouvoir y assister. C'est vrai. Mais c'est gratuit si vous vous connectez depuis votre ordinateur. Et il y a beaucoup de conférences, il y a des keynotes, il y a des présentations de technologies et il y a des artistes qui présentent des techniques. C'est vraiment 2 journées qui sont très intenses. Je crois que toi-même, tu as été déjà à un Adobe Max. Ouais, j'en ai fait 2 ou 3. Ouais. C'est voilà, sympa. Donc, il n'y a que des créatifs. C'est assez sympa. Voilà, et donc pour démarrer, on vous donnera plus de détails au fur et à mesure que les annonces seront faites, puisque là, pendant qu'on enregistre, il y a la keynote d'ouverture, donc là où ils vont annoncer les nouveautés. C'est vraiment pile maintenant, puisque j'ai reçu l'alerte. Mais on peut déjà dire qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont présentées. En particulier, ils utilisent l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai retenu en fait déjà une fonctionnalité très intéressante qui va être utilisée aussi bien sur Lightroom que sur Photoshop et qui permet en fait d'analyser des photos pour faire des détourages instantanés grâce à de l'intelligence artificielle. Et j'ai vu une petite présentation et c'est juste dingue. Vous avez dans des exemples, vous avez par exemple une photo avec une maman qui tient sa petite fille et vous voulez corriger juste le visage de sa maman. Alors il y a des cheveux partout, il y a des lunettes, etc. Et en fait, le fait de passer la souris au-dessus, il y a un détourage, c'est-à-dire que le visage de la maman passe en rouge instantanément et on se demande comment ils font. Et la même chose avec plusieurs personnages dans un décor. Vous voulez supprimer un personnage, ce qu'on voit dans toutes les présentations de ce type de technologie. On a vu ça chez les concurrents. Et eux le font de façon très fluide, etc. Et donc ça sortira aussi bien dans Lightroom que dans Photoshop. Et on va essayer ça dès qu'on peut mettre la main dessus. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres nouveautés qui sont présentées sur Premiere. Enfin, chacun des logiciels reçoit son lot de nouveautés et on fera certainement une analyse plus poussée, quitte à ce qu'on réinvite des amis de chez Adobe qui viennent nous expliquer un peu toute la gamme 2023. Ouais, alors juste en complément de ce que tu dis sur la partie technique, c'est vrai qu'ils invitent chaque année un peu des stars pour venir participer à des conférences qui ont lieu sur la grande scène. Donc, cette année, parmi les têtes d'affiche, ils ont Kevin Hart, qui est un
comédien américain très connu qu'on a notamment vu dans les Jumanji avec The Rock. Il y a Jeff Koons, l'artiste dont les œuvres valent des dizaines de millions de dollars chacune. Steve Aoki, qui est à la fois un DJ, un musicien qui a notamment enregistré il y a un an avec Sting. Et puis Vivienne Westwood, la créatrice de mode. Voilà, quelques-uns des artistes qui interviennent cette semaine sur la scène d'Adobe Max pour compléter ton entrée, mon cher Eli. Merci. Alors, est-ce qu'on passe au plat ? Ah bah oui, avec plaisir. On est en appétit maintenant. Bon, alors... Ben oui, alors justement, j'avais posé la question à mes camarades, et je vous la pose, mais je vais vous donner la réponse juste après. Qu'est-ce qui grandit quand on le touche ? Voilà, et évidemment... On a cherché, mais on n'a pas trouvé. Voilà. Et pourtant, on a proposé des trucs. Oui, mais ce n'était pas compatible avec une émission tout public qui passe à une heure de grande écoute. Exactement. Mais en fait, forcément, ça a un lien... Ça a un lien évidemment avec notre univers, parce qu'en fait il s'agit d'un nouveau concept de téléphone présenté par Motorola. Et rappelez-vous, moi je vous avais dit, je ne crois pas du tout au téléphone qui se plie, mais je crois beaucoup à un téléphone qui puisse se dérouler comme on a vu par exemple dans Avatar au niveau des tablettes. Et figurez-vous que Motorola a présenté un concept de téléphone qui au départ est un 5 pouces, donc il est petit. Et quand on appuie sur le côté, le téléphone passe à 6 pouces 5. En fait, il grandit. C'est pour ça que je parlais de ça. Et j'ai trouvé le concept totalement bluffant parce que le téléphone en lui-même, il garde sa finesse. Alors, c'est un concept, il n'est pas en vente aujourd'hui, mais ils ont montré quelque chose qui a l'air de marcher. Et c'est juste que l'écran s'étend et vous donne une surface qui est bien plus importante. Et je trouve que c'est dans ce domaine-là qu'Apple devrait faire quelque chose. En tout cas, s'il m'écoute, parce que le téléphone, il est aussi fin que d'habitude. Et par contre, c'est génial quand vous voyez la surface d'écran qui s'agrandit. Il y a des vidéos, vous pouvez regarder ça chez CNET. Ils ont fait un reportage dessus. Et j'ai trouvé ça totalement bluffant. C'est quelque chose qui est sorti cet après-midi, apparemment, comme information. Super. Donc Motorola a surveillé. Effectivement, il a l'air assez étonnant, ce téléphone. Ça existe toujours, cette marque. Enroulable. Ouais. Mais ils font toujours des choses surprenantes. Maintenant, est-ce qu'ils arriveront à les vendre ? On ne sait pas. Mais moi, si j'étais Apple, je regarderais de près comment ils font. Intéressant. Oui, d'autant qu'on parlait d'iPhone pliable dans la quotidienne d'hier, mardi. Plutôt des tablettes pliables pour commencer. Et là, je suis assez d'accord là-dessus. Ça, c'est la façon de faire. D'abord, un iPad pliable un jour, et ensuite un téléphone. Ça, je suis d'accord. Formidable. Allez, on passe au dessert. Mais oui, alors au dessert, et c'est un dessert que je vais donc dédier à mon ami François, puisque c'est en fait un nouveau produit de la marque Ikea que François affectionne particulièrement, et c'est un produit domotique, donc je ne vais pas lui voler la vedette, je le laisserai tester ça, mais je vous annonce juste qu'Ikea annonce en fait un pont pour Matter qui s'appelle, pour une fois ils ont pris un nom français, français, je ne sais pas si ça se dit en suédois, mais en tout cas, il s'appelle Dirigera. Dirigera quoi ? Dirigera votre maison. C'est comme ça. Bon, ça oui, c'est presque prononçable pour une fois. Oui. Et donc, l'intérêt de cette passerelle, c'est juste qu'elle supporte Thread et Matter pour 59,99 €. C'est-à-dire, bon, on a l'impression que c'est pas cher, mais c'est le double de la passerelle Tradfree précédente. Donc, elle est beaucoup plus belle. Elle est plus belle, tout à fait. Mais autant acheter un Apple TV, non ? Oui, sauf si on a des accessoires Ikea qui fonctionnent avec le protocole Ikea et qu'on veut les rendre compatibles. Voilà. Donc, et là, on a besoin d'une passerelle. Mais si c'est du Thread, ça sera compatible. Non, si c'est du Matter. Si c'est du Matter. Pardon, si c'est du Matter, oui. Oui. Donc, bon, voilà, c'était juste une annonce parce qu'on l'attendait depuis un moment. Et en fait, les produits Matter commencent à sortir depuis que la version finale a été annoncée il n'y a pas longtemps, puisqu'on en a parlé il y a quelques jours. Et ben, Yves a déjà sorti un produit compatible Matter qui est en fait un interrupteur.
qui est Thread et Matter. C'est le premier produit compatible chez Eve. Ikea suit de près avec donc Dirigera. Et on va voir comment se passe cette interopérabilité dès qu'on a iOS 16.1, parce que c'est 16.1 qui apporte la compatibilité Matter vers l'univers Apple. Ouais. Et si la domotique alors vous intéresse et si ces évolutions Matter, etc. vous concernent, on peut déjà vous donner rendez-vous dans 3 semaines, puisque ce sera après le 3 novembre. Et le 3 novembre à Amsterdam va se tenir un grand événement de lancement de Matter, auquel j'espère participer, et j'en reviendrai avec plein d'infos et plein d'interviews. Donc ne manquez pas notre hebdo dans exactement 3 semaines. Allez, on tourne une page et on se retrouve pour le tuto audio. On va parler live photo et exposition prolongée. À tout de suite. Le tuto audio est un usage méconnu des live photos. Cette fonction apparue avec l'iPhone 6S en 2016 qui prend en réalité une série de photos avant et après le déclenchement sur 1 seconde et demie afin de vous permettre de changer l'image principale, typiquement pour ne pas tomber pile quand le sujet de votre photo cligne des yeux. On peut ainsi décaler l'image principale dans le temps pour tomber pile au bon moment. Quand vous êtes dans l'appareil photo sur votre iPhone, Live Photo est symbolisé par plusieurs cercles concentriques, continus et en pointillés. Ça donne des photos qui ressemblent à de mini-clips vidéo quand vous les regardez. Si vous cliquez sur l'icône, elle se retrouve barrée et la fonction désactivée. Retour donc à cet usage méconnu, il va nous permettre de donner une impression de mouvement à une photo. L'idéal, c'est que votre sujet soit fixe et que l'arrière-plan bouge. Typiquement, une cascade, une fontaine, ça fonctionne très bien avec des arrière-plans qui contiennent de l'eau en mouvement. En réalité, l'idée, c'est de transformer Live Photo en exposition longue, comme si vous utilisiez la pose sur un appareil traditionnel. Le mouvement va apparaître sous la forme d'un flou artistique. Alors, comment est-ce qu'on effectue cette transformation ? Eh bien, c'est très simple. Choisissez une photo prise avec la fonction Live Photo activée. Elle est reconnaissable à la mention Live à côté de l'icône des cercles concentriques accompagnée d'une flèche vers le bas. Cliquez sur cette flèche et choisissez Pause longue. En un instant, votre live photo devient une image fixe, mais qui incorpore tous les mouvements visibles sur le petit clip vidéo. Nos coups de cœur, nos cartons jaunes, rouges de la semaine. On va commencer par qui veut dire du mal. Allez Fabrice, tu veux dire du mal, toi. Ouais, c'est mon épisode, c'est ma mauvaise semaine. Parce que je crois que j'en avais déjà parlé ici, mais une des choses qui me plaisent pas dans l'iPhone 10 que j'ai toujours, c'est le fait que les boutons soient en opposition. À droite, il y a le bouton marche-arrêt et à gauche, il y a les 2 boutons du volume et qui servent aussi à faire des captures d'écran. Et encore aujourd'hui, je passe mon temps à faire des captures d'écran sans le vouloir parce que je veux juste changer le volume de quelque chose que je suis en train d'écouter. Ça m'agace à chaque fois. Et je m'y étais fait, mais voilà-t-il pas que je suis allé enfin voir en vrai à quoi ressemblait l'Apple Watch Ultra. Et alors, je la mets au bras et j'essaye d'appuyer sur un bouton et immédiatement, j'ai appuyé sur les 2 boutons à la fois puisque maintenant, il y a aussi un bouton en opposition puisqu'il y a un deuxième bouton plat de l'autre côté de la montre. Et donc j'ai presque hurlé dans le magasin en disant jamais. J'ai trouvé ça terrible, ça m'a beaucoup frappé, j'ai quand même pas fait exprès hein, et j'ai appuyé sur un bouton et donc j'ai appuyé sur les 2 en même temps. Je trouve que c'est un défaut terrible de conception en fait, d'avoir des boutons qui sont l'un en face de l'autre. Parce qu'en fait, tu as besoin de prendre appui d'un des 2 côtés, c'est ça ? Bah oui, pour appuyer sur un bouton, il faut appuyer de l'autre côté. Et donc, je suppose que moi, en tout cas, 1 fois sur 2, si ce n'est 2 fois sur 3, j'appuierai sur les 2 en même temps. Et ça m'a beaucoup agacé. Alors après, l'Apple Watch Ultra, François nous en avait parlé dans un bonus. Il l'a depuis quelques temps, il nous en reparlera peut-être un peu, mais la montre lui plaît, etc. Donc, après, les goûts, les couleurs et l'usage, moi, j'ai pas envie de cette montre-là, et encore moins à cause de ça. Voilà. Faut peut-être juste s'habituer. Et puis après, j'étais... Alors, peut-être, mais mon expérience avec l'iPhone 10, c'est que je me suis toujours pas habitué, donc je suis pas très confiant, quoi.
Je trouve que, voilà, en termes de conception, je trouve que c'est pas une réussite, quoi. Bon, c'est un carton Donc, voilà. jaune. Alors. Donc ça m'a beaucoup agacé. Donc carton jaune foncé. Hein. Juste François, ton avis sur ce sujet des boutons en opposition? Ça m'a pas posé du tout de problème. Je l'ai renvoyé parce que voilà, pour l'instant, je suis revenu sur ma 7, mais je pense passer un moment ou un autre sur la Ultra. Mais c'est vrai que quand j'appuie en fait sur le bouton de gauche ou de droite, en fait moi j'ai souvent tendance à poser à l'image, vous le verrez, l'autre doigt en fait je le pose à un autre endroit pour pas appuyer dessus, mais c'est devenu un mécanisme. Donc ça m'a pas du tout gêné et j'ai jamais fait de capture d'écran en fait. Mais bon. Ouais. Je comprends la plainte de Fabrice. Bon, très bien. Élie, ton coup de cœur ou Oui. carton? Non, c'est un coup de cœur et évidemment c'est raccord avec le commentaire et le focus de Gilles, parce que figurez-vous que aujourd'hui est sorti, comme par hasard, parce qu'il savait qu'on faisait l'émission là-dessus, une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Playlist et que je vous conseille, et c'est l'histoire de la création de Spotify avec les nouveautés, avec les problèmes, etc. C'est 6 épisodes, c'est sorti aujourd'hui. Et vous allez tout savoir sur Spotify. Voilà. Donc, regardez Playlist. C'est pas trop de l'historiographie? De quoi? Pardon, Gilles? Est-ce que ce n'est pas trop de l'historiographie? Parce que souvent, c'est très hagiographique, on va dire. Écoute, c'est une série Netflix, hein, c'est pas un documentaire. Hein, donc, ils ont pris des acteurs comme ils ont fait pour The Crown, comme ils ont fait pour d'autres choses. Alors, est-ce que c'est près de la vérité ou pas? C'est à voir. C'est sorti aujourd'hui, donc j'ai pas encore, à part la bande-annonce, je peux pas encore vous en dire plus, mais je suis très curieux de voir comment s'est passée la création de Netflix. De Spotify. Ce qui me fait le plus rire en allant sur la page de présentation sur Netflix, c'est que Netflix met ça dans la catégorie de programme cérébral. Donc, à regarder si vous voulez réfléchir. Je sais pas si ça répond à la question de Gilles. Merci pour ce coup de cœur et ce carton, mes amis. Le rideau va retomber sur cet épisode 108 d'iWeek, la semaine Apple, non sans vous avoir précisé, et l'info, elle vient de tomber à l'instant, qu'Apple a libéré les versions release candidates à la fois de macOS 13 Ventura et d'iPad OS 16. On en parlait il y a quelques instants, hein, c'est peut-être un élément pour se rassurer avant leur sortie officielle publique. Dans 5 jours, ce sera donc le 24 octobre. On vous dit à mercredi prochain, on sera 2 jours après, le 26, pour l'épisode 109, avec d'autres infos, c'est certain, en ce qui concerne les annonces d'aujourd'hui, iPad 10, iPad Pro M2, Apple TV, infos que vous pourrez découvrir aussi au quotidien avec la quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. Alors, petite précision, vous êtes très nombreux à nous écouter chaque jour, merci beaucoup, mais seulement la moitié d'entre vous êtes abonnés. Alors, puisqu'on en parle tout de suite, n'attendez pas, direction votre plateforme de podcast préférée, un clic sur suivre ou sur s'abonner et vous ne manquerez plus aucun épisode, et en plus, c'est gratuit. Patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté iWeek et nous soutenir avec des news en perspective dans les prochains jours. Twitter @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Voilà mes amis, merci d'avoir été au rendez-vous. Salut Fabrice. Salut mon capitaine, salut à tous. Salut François. Ciao, à bientôt et désolé pour la voix. Wow. Pour les oreilles, ça ne devait pas être agréable, mais c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, comme à l'accoutumée. Oh, merci François. Salut Gilles. Salut, moi j'étais ravi de faire un bout de podcast avec Barry White. C'est ça. Et salut Ellie.
À bientôt, Benjamin. À bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Vous aussi qui nous écoutez, qui nous êtes si fidèles. Merci d'être là toutes les semaines. Profitez-en pour parler d'iWeek autour de vous, car vous le savez, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Passez une bonne soirée, une belle semaine, et on se dit à mercredi prochain. Bye bye, salut à tous. Ciao, Bye. salut. Ciao, ciao. Bye bye.